Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, d'une recommandation d'investissement ou d'une invitation à acheter, vendre ou souscrire à des instruments financiers. Les informations ont été préparées à des fins éducatives uniquement. Rien de ce qui est contenu dans ces webinaires ne peut être utilisé ou copié sans l'accord préalable de Flatex de Giro Bank Dutch Branch. Les opinions et les prévisions ne sont pas contraignantes et peuvent changer à tout moment. Investir comporte des risques. Vous pouvez perdre plus que votre investissement initial. Les performances passées, les simulations ou les prévisions ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire préparé et présenté pour vous par DeGiro et ses partenaires. J'ai l'immense plaisir d'avoir à mes côtés Eve-Marie Bussière de chez Xtrackers. Bonsoir Eve-Marie. Bonsoir Zoïr. Alors ce soir tu viens nous parler des 7 magnifiques et plus précisément de l'investissement au-delà des 7 magnifiques. Donc avant de présenter ce que sont les 7 magnifiques et de rentrer plus en détail dans notre agenda de notre webinaire, est-ce que brièvement tu peux te présenter, nous dire ton rôle chez Xtrackers? Oui, alors bonjour à tous. Je suis Eve-Marie Bussière, je fais partie de l'équipe de vente Xtrackers basée à Paris pour la couverture de nos clients français et je suis plus particulièrement en charge de la distribution digitale. J'ai une quinzaine d'années d'expérience sur les marchés financiers, dont un peu plus de 10 ans dans la vente d'ETF. Merci beaucoup. Alors pour ceux qui découvrent l'univers de la bourse, les 7 magnifiques, c'est ce groupe, cet ensemble de 7 valeurs américaines, principalement dans la tech, qui connaissent depuis 2023 une croissance capitalistique impressionnante ou exceptionnelle, en lien notamment avec le boom de l'IA. Donc on va décrire ce soir, grâce à toi justement, cette nouvelle donne, ce nouveau paradigme des marchés avec ces 7 magnifiques, donc principalement d'un point de vue indiciel. Donc on va parler des ETF et on verra évidemment les éventuels impacts en termes d'exposition, de concentration, que ce soit géographique ou sectorielle. Et l'idée derrière, c'est surtout de pouvoir donner à notre audience ce soir des clés de compréhension et des éléments qui leur permettent de construire leur portefeuille en tenant compte justement de ce paradigme et en tenant compte des risques qui peuvent en découler. Alors ça tombe bien parce qu'hier c'était les résultats trimestriels tant attendus de l'une de ces 7 magnifiques, donc Nvidia, et on aura sûrement des questions de la part de notre audience consacrée à Nvidia. Donc j'en profite simplement pour signaler à notre audience la possibilité de nous poser toutes vos questions directement via le bouton qui s'affiche sur votre écran et on aura le plaisir d'y répondre à la fin du webinaire lors de la session questions-réponses. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une question, parce que Eve-Marie, c'est le rituel dans nos webinaires, on essaie de comprendre le profil investisseur de l'audience. Une question qui s'affiche. Environ quel pourcentage de vos investissements se trouve en dehors des États-Unis? Première réponse possible. Aucun, j'investis principalement dans les sociétés américaines. Deuxième réponse possible, un peu moins, donc moins de 25%. Troisième réponse, une partie, entre 25 et 50%. Quatrième proposition, une très large partie, plus de 50%. Et enfin, dernière proposition possible, je ne suis pas certain. Alors avant de commencer, on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est Xtrackers et, puisqu'on va en parler tout au long de notre webinaire, nous aider à redéfinir ce que c'est un ETF en nous donnant des éléments de compréhension et de lecture importants. Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc Xtrackers, c'est la marque d'ETF de DWS. DWS, c'est une société de gestion allemande. Historiquement, on s'appelait Deutsche Asset Management et on fait partie du groupe Deutsche Bank. On a été créé au milieu des années 50 et en termes d'encours, donc on gère un peu plus de 1000 milliards d'euros sur l'ensemble de nos expertises et dont 275 milliards sur uniquement la partie ETF. Donc en termes de positionnement, on est un des plus grands fournisseurs d'ETF en Europe parce qu'on est numéro 3. Et je pense les ETF dont on va beaucoup parler lors de ce webinaire, c'est d'un côté les ETF cœur ou core, qui sont vraiment des ETF de cœur de portefeuille. C'est vraiment pour les investisseurs qui veulent se concentrer sur les marchés les plus larges et les plus importants. Et ensuite, puisqu'on va parler de diversification, des ETF, par exemple, pays ou régionaux,
qui vont permettre de s'exposer à des indices peut-être un petit peu plus locaux ou un peu plus régionaux. Dans la prochaine slide, justement, une très belle slide, est-ce que tu peux justement redéfinir ce que c'est un ETF, donc les fameux Exchange Traded Fund? En quoi ça consiste? Donc je pense qu'on connaît maintenant assez bien l'acronyme ETF pour Exchange Traded Fund. Donc fonds, effectivement, l'ETF c'est un fonds donc qui va regrouper plusieurs sous-jacents, que ce soit par exemple des titres ou des obligations dans l'objectif est de répliquer un indice donné. Et la particularité de ce fonds, c'est qu'il est coté en bourse et du coup peut être traité, acheté et vendu comme une action sur les horaires d'ouverture de la bourse. Donc, parfait. Et justement, ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Donc, il y a des codes, en fait, quand on lit le titre d'un ETF. Donc là, on a l'exemple de Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C. Donc, tous ces éléments-là, ils veulent dire quelque chose. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur ces différents sigles qui apparaissent dans la dénomination? Alors effectivement, ça peut être parfois un petit peu compliqué, j'imagine, pour certains investisseurs de s'y retrouver sur le nom d'un ETF. Il faut savoir qu'en Europe, il y a un peu plus de 4000 ETF disponibles, donc voilà, ça fait beaucoup de choix, mais vous allez toujours retrouver les mêmes éléments. Donc en premier, le nom du fournisseur de l'ETF. Alors dans cet exemple, c'est Xtrackers, et voilà, ça vous donne vraiment le nom de la marque ou du gérant de l'ETF. Dans un deuxième temps, vous allez retrouver fréquemment le nom du fournisseur de l'indice. Là, dans l'exemple, c'est MSCI. Donc, on aurait pu aussi avoir, par exemple, S&P ou FTSE, qui sont également des grands fournisseurs d'indices. Et voilà, donc ça vous donne une indication sur le fournisseur d'indices. Ensuite, vous allez avoir le nom de l'indice lui-même, quel indice est répliqué. Alors, dans notre exemple, c'est le MSCI World, donc un indice monde. Mais on aurait pu avoir d'autres indications, par exemple un World Technology ou un World Financials. Et là, ça vous aurait indiqué en fait un indice sectoriel. Donc voilà, ça vous donne quand même déjà une bonne indication et ça vous aide dans le choix vraiment de l'ETF. Ensuite, on a ce mot UCITS. UCITS, très important. Qui est très important. Et en fait, finalement, UCITS, c'est le nom de la réglementation européenne qui encadre en fait l'intégralité des fonds qui sont disponibles à la vente en Europe. Donc en fait, le fait qu'un ETF soit ou pas UCITS, ça permet pour le fournisseur ensuite de l'agréer auprès de l'AMF et de pouvoir le distribuer à une clientèle européenne. Et alors, l'exemple qu'on peut avoir, c'est que, par exemple, si vous n'avez pas UCITS dans le nom d'un ETF, c'est fort possible que ce soit un ETF américain, donc un ETF qui est domicilié aux États-Unis, qui ne suit pas le même cadre réglementaire et qui, du coup, ne va pas être disponible à la vente. Non, mais merci d'évoquer ça, parce qu'effectivement, c'est un petit réflexe que vous pouvez avoir en tant qu'investisseur. Si vous cherchez un ETF qui n'est pas forcément disponible via votre courtier, dites-vous qu'une des hypothèses, c'est peut-être que justement, c'est pas un ETF UCITS, donc il n'y a pas l'idée qu'il soit autorisé à être distribué en France en particulier. C'est ça, exactement. Et le 1C, Oui, alors en fait, après le mot ETF, vous allez retrouver en fait les caractéristiques de la part. Donc ici, c'est la politique de distribution des dividendes de l'ETF. Vous avez deux possibilités, soit des ETF qui sont capitalisants, donc vous allez retrouver le sigle C, CAP, CAPI, et qui vous indique qu'en fait les dividendes sont réinvestis dans l'ETF. Et l'autre indication, c'est D pour distribuant ou distribution, ou distrib. Et là, ça vous indique un ETF qui va vous distribuer les dividendes, par exemple, de façon semi-annuelle ou trimestrielle. Et quelque chose qu'on ne voit pas sur la slide et qui peut exister également, c'est une mention d'une couverture de change. Tu peux nous en dire plus? Ouais, alors tout à fait. Donc dans cet exemple, où par exemple, si on prend, c'est peut-être plus simple, prendre l'exemple du S&P 500. On a des titres qui sont en dollars. A priori, nous, on est un investisseur européen, donc on va investir en euros. Et donc, en faisant ça, en fait, on a un risque de change
entre l'euro et le dollar. Donc l'évolution des deux devises l'une par rapport à l'autre. Et donc la plupart des fournisseurs proposent des parcs où on va couvrir ce risque de change. Et donc vous allez retrouver par exemple à la fin du nom de l'ETF Euro Hedge. Donc, merci pour justement cette description. Avant de continuer, juste revenir sur les résultats de la petite question que j'avais posée, qui était environ quel pourcentage de vos investissements se trouve en dehors des États-Unis. Alors, la première réponse possible, c'était aucun. J'investis principalement dans des sociétés américaines. Donc, il n'y a que 4,48% de notre audience qui a répondu justement cette proposition. Deuxième proposition, 27% ont en moins de 25% justement de leurs investissements en dehors des États-Unis. Troisième proposition, 27,74%, donc entre 25 et 50% qui ont leur investissement en dehors des États-Unis. Avant-dernière proposition, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de propositions, plus de 50%, donc ceux qui disent que plus de 50% de leurs investissements sont en dehors des États-Unis, c'est 27,74% aussi. Et enfin, ceux qui ne savent pas, c'est 11,68% de notre audience. Donc c'est assez équilibré. Donc voilà, c'est déjà assez diversifié finalement dans les portefeuilles. Donc c'est bien d'avoir ce type de retour de notre audience. Alors là, je vais te poser une question, tu vas me dire, c'est une question rhétorique. Donc tu nous parles, là sur la slide, on parle de MSCI World, donc c'est un indice du coup qui réplique les sociétés justement des pays développés. Est-ce que c'est un indice par définition, en tenant compte justement de ce qu'on sait depuis 2023 par rapport au Magnifique 7, est-ce que c'est un indice qui est pas très équilibré au final ? Alors effectivement, on peut parler de l'indice MSCI World. Et ce qui serait intéressant, c'est de savoir, justement, dans les réponses qu'on a eues au sondage, est-ce que quelqu'un qui a un investissement au MSCI World pense qu'il n'a pas d'exposition aux États-Unis ? Parce que on va le voir, hein, donc l'indice MSCI World, on peut le rappeler, c'est un indice qui va mesurer la performance des grandes et moyennes entreprises côté de 23 pays développés. Il y a à peu près 1300 titres dans l'indice. Et ce qui est assez intéressant, c'est que là, si on regarde par exemple le top 10, alors on peut faire deux constatations. C'est que, un, il n'y a que des titres américains, et deux, il y a les 7 magnifiques. Ah. C'est l'occasion du coup de rappeler, parce qu'on n'a pas défini ce que sont les 7 magnifiques. Donc on a Amazon, Alphabet, donc c'est Google. Nvidia, Apple, Tesla, Meta et Microsoft. C'est ça. Donc là, on les retrouve. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si on regarde Nvidia, qui fait donc un peu plus de 5%, et qu'on regarde la décomposition par pays, on voit qu'un seul titre comme Nvidia, c'est plus gros que l'ensemble des titres des compagnies françaises, par exemple, ou même japonaises. Et donc, en fait, si on regarde, tu parlais de répartition déséquilibrée à l'intérieur du MSCI World, effectivement, on a deux biais de concentration très marqués. On a un biais pays, sur les États-Unis avec plus de 70%, mais on a aussi un biais sectoriel puisque on a le secteur technologie, qui représente quasiment 30% de l'indice. Et donc sans surprise, hein, la plupart des 7 magnifiques sont dans le secteur technologie. Donc on voit que même à l'intérieur d'un indice MSCI World, en fait, on a des biais assez forts. 70% aux États-Unis et surtout dans la tech. Mais du coup, y a-t-il un indice qui permet d'avoir un meilleur équilibre Alors, l'idée, effectivement, c'est que si on veut travailler à partir d'un MSCI World et ce qui s'est développé ces dernières années, puisque, comme tu le disais, on est vraiment dans un nouveau paradigme où en fait la place des États-Unis et les capitalisations boursières aux États-Unis ont vraiment explosé et en fait écrasent vraiment finalement le reste du monde. C'est de travailler avec par exemple une brique MSCI World hors États-Unis et ensuite de voir aux États-Unis ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on reprend toutes les capitalisations ou est-ce que il peut y avoir des styles où
ou des secteurs différents qu'on peut implémenter. Et donc ça, c'est l'exemple d'un indice qui s'est développé dans cet esprit-là. C'est un indice MSCI World ex-USA. Donc l'idée, c'est de retirer les États-Unis. On se rend compte qu'en termes de composition, on a quelque chose qui est beaucoup plus équilibré. Réajuste. C'est ça. En termes, si on voit les graphes, que ce soit à droite ou à gauche. Non, pas à gauche, surtout à droite. Du coup, ça se réajuste. C'est ça, tout à fait. En pays et en secteur. Donc c'est là où on avait effectivement les deux concentrations les plus importantes. Donc au niveau pays, on a un peu un rééquilibrage. Et pareil, sur la partie sectorielle, on voit bien que la partie tech est beaucoup moins représentée. Ok, très intéressant. Et du coup, c'est par rapport aux États-Unis, est-ce que c'est un risque ou une opportunité de se concentrer sur les États-Unis? Alors, je ne sais pas si on aurait fait la même réponse hier avant les annonces de Nvidia, mais c'est vrai que il y a bien sûr des avantages, des inconvénients sur les actions américaines. Après, ce qu'on constate quand même, c'est que si on regarde en fait la performance sur les 10 dernières années de l'ensemble des classes d'actifs, la classe d'actifs qui a le mieux performé, c'est les États-Unis. Okay. C'est les actions américaines, pour être très précise, et qui font à peu près 15% par an sur les 10 dernières années. Alors, on se doute, on peut imaginer que c'est pas soutenable pour les 10 prochaines années, mais ça reste quand même encore le moteur des performances des plus grands indices. Et on le voit encore cette année, même s'il y a eu une baisse au premier trimestre, il y a eu l'effet des tarifs avec Trump en avril. Bon, on voit bien que ça a tout de suite rebondi. Et là, tu le disais, on est dans la saison des publications des sociétés. Et en fait, on a des chiffres excellents pour quasiment l'ensemble des sociétés aux États-Unis. Donc, pas seulement Nvidia. Ok. Et y a-t-il un indice ou un exemple qui traduit cette stratégie qui est présentée sur cette slide, cette stratégie d'allocation ciblée sur les États-Unis? C'est ça. Alors, comme on disait, il y a quand même quelques inconvénients sur les actions européennes. Il y a quand même des incertitudes politiques. Il peut y avoir des risques réglementaires. On ne sait jamais ce que Trump va annoncer demain. Donc, il y a quelques risques. On voit que les taux d'intérêt, pour l'instant, restent relativement élevés. Et le rythme de baisse n'est pas celui qu'on pensait. C'est ça. En fait, la Fed a été quand même un peu plus précautionneuse. Et on voit quand même que l'inflation a du mal à redescendre à la cible qui est de 2%. On peut se demander aussi si les tarifs ne vont pas impliquer en fait un peu d'inflation importée aux États-Unis. À la hausse des tarifs douaniers du coup de Trump qui favoriserait la hausse de l'inflation. Qui a un impact justement sur le marché de consommation et le marché domestique américain. Et donc, alors, on parlait de stratégie. Et effectivement, l'idée, c'est donc on aurait d'un côté notre MSCI World ex-USA et ensuite on pourrait gérer la poche États-Unis de façon indépendante. Et donc un des indices qui ne va pas suivre en fait une construction par capitalisation boursière, c'est l'equal weight. Okay. Alors, equal weight, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire équipondération. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur du S&P 500, les 500 titres vont avoir exactement la même pondération. Et donc, qu'est-ce que ça permet de limiter? Ça permet de limiter la concentration qu'on a sur les 7 magnifiques. Okay. Donc, parfait. Voilà. Et on peut voir également, donc on limite la concentration sur certains titres, on limite aussi la concentration sur certains secteurs, puisqu'on voit que le poids de la tech se réajuste pour être un peu plus équilibré finalement avec les autres secteurs. Et y a-t-il d'autres options justement qui existeraient pour une stratégie ciblée sur les États-Unis, donc en dehors du S&P 500 ou du MSCI World, il y a des choses? Oui, alors en fait, sur les États-Unis, il y a plusieurs indices qui peuvent permettre de répliquer le marché et permettre en fait d'avoir une allocation un peu plus ciblée. Donc là, on voit, donc on a parlé du S&P Equal Weight, MSCI USA et S&P 500, c'est quasiment équivalent, mais on peut avoir, par exemple, du Nasdaq 100 qui va être
assez concentré, mais si on a une vraie conviction sur la tech, ça peut être aussi quelque chose qu'on veut surpondérer dans un portefeuille. Et ensuite, on a des indices plus petite et moyenne capitalisation, donc comme le Russell 2000, qui va représenter en fait la part des plus petites capitalisations sur le marché américain. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Et du coup, là, c'est un exemple d'une slide de comment construire un portefeuille avec le MSCI World ex-USA. Donc, voilà, si tu pouvais, ça récapitule un peu ce que tu viens de dire, hein, donc la différente granularité, donc avec peut-être une poche justement MSCI World et une autre poche indépendante ciblée sur les États-Unis. C'est ça, exactement. Et ça peut permettre, par exemple, si on a envie d'avoir une exposition moins importante aux États-Unis, de ne pas avoir 70%. C'est-à-dire qu'on peut se caper à 60% pour limiter un petit peu l'exposition américaine. Après, il y a un autre point que je voulais soulever, effectivement, quand on va regarder son portefeuille de manière un peu générale. J'imagine qu'il y a pas mal d'investisseurs qui utilisent des ETF et qui potentiellement font aussi des titres. Qui en détiennent les actions vives, c'est ça. Okay. Et donc, du coup, il faut vraiment regarder son portefeuille de manière globale, puisque, si on a par exemple du Nvidia ou, du Apple en direct, il ne faut pas oublier qu'on en a aussi via les ETF. Dans l'ETF. Ouais. Donc, quelque chose d'important, peut-être, on ne l'a pas mentionné, si on veut connaître la composition d'un ETF, la composition du panier, donc c'est des informations disponibles sur le site de l'émetteur, et donc en particulier sur le site de Xtrackers. Donc, si on peut regarder justement, je pense que c'est mis à jour régulièrement, si ce n'est tous les jours. C'est ça, en fait, comme c'est vraiment en plus une des caractéristiques de l'ETF, c'est sa transparence. Ouais. Donc, en fait, si vous allez sur le site de n'importe quel émetteur, vous aurez le panier de titres de la veille. Okay. Donc voilà. Donc après vous téléchargez en Excel et vous pouvez faire un peu vos calculs si vous avez d'autres détentions, par exemple en titre vif par ailleurs. Okay. Et juste pour terminer sur cette slide, la clé derrière qu'on sous-entend, c'est aussi la diversification, parce que c'est un élément important quand on met en place une stratégie, évidemment en fonction de ses objectifs financiers, de son appétit au risque. Donc, et l'idée de la diversification, c'est de ne pas mettre ses œufs dans le même panier, parce que comme tu l'as dit, il peut y avoir un biais sur un ETF. Donc un MSCI World peut être concentré à 70% sur les États-Unis, presque autant sur justement un secteur en particulier qui est la tech. Donc voilà, donc la diversification, c'est un élément clé. Donc sur la prochaine slide, donc voilà, c'est un exemple en particulier. Est-ce que tu peux nous décrire les différents éléments, les différents les items qui sont indiqués ici. Donc je vois. Alors là, vous allez, c'est vraiment un exemple des caractéristiques que vous allez pouvoir retrouver sur un ETF. Après, je pense que ça, c'est assez connu. Donc voilà, la façon dont l'ETF est construit, l'indice qu'on va répliquer, la devise du fonds. Donc là, vous voyez que c'est un fonds qui est dénominé en dollars, donc toujours quelque chose à prendre en compte. Voilà, la taille, le type de part, donc là c'est une part capitalisante. Donc voilà, vous avez vraiment tout ce type d'infos sur l'ensemble des blocs disponibles. Okay. Donc ça, de la même façon sur l'Equal Weight. Ok, parfait. Du coup, la corollaire, et je pense c'est une question qui revient souvent, parce que dans nos questions, ça se concentre pas uniquement justement sur les 7 magnifiques ou sur les États-Unis, et on a beaucoup qui nous demandent et l'Europe dans tout ça. Est-ce que on peut établir une stratégie d'investissement avec une allocation ciblée sur la géographie européenne, sur des secteurs ou des sociétés européennes? Ouais, donc on peut effectivement se demander comment on peut encore plus diversifier son portefeuille avec l'Europe. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant, c'est que l'Europe, ça a été quand même un peu le parent pauvre, je dirais, de l'investissement sur ces 3 ou 4 dernières années. Nous, on le voyait d'ailleurs dans les flux ETF, même pour l'ensemble du marché européen. L'Europe, c'était vraiment réduit au minimum. Et il y a eu effectivement une volonté des investisseurs de se diversifier fin 2024, début 2025. Et en fait, l'Europe a justement, on voit que dans les portefeuilles, c'est en général une zone qui est assez sous-pondérée. Alors que effectivement il y a des choses intéressantes
en Europe. Et c'est vrai que si on regarde un peu les performances des différents indices, que ce soit des indices européens ou des indices pays européens, on voit qu'on a fait quasiment jeu égal avec les États-Unis sur l'année. Alors, pourquoi on a eu ça ? C'est vrai que on voit que l'Europe dans les indices mondiaux ne sont pas très bien représentés. Donc c'est un peu dommage puisque des pays, on en parlait, comme l'Allemagne ou la France, ça représente 2,5% d'un indice MSCI World qui a été un indice qui a été beaucoup acheté. Mais voilà, ce qui est positif quand même avec l'Europe, c'est qu'on l'a vu, il y a eu quand même une réponse des gouvernements à la situation actuelle et une volonté en fait de souveraineté un petit peu de l'Europe, alors qui a commencé peut-être un peu avec la guerre en Ukraine en 2022. Il y a une initiative politique vis-à-vis de certains sujets stratégiques qui booste, entre guillemets, qui va alimenter cette... C'est ça. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une forte augmentation, notamment des dépenses fiscales dans certains domaines, comme tu le disais. Donc, on peut penser, bien sûr, on va penser à la défense, mais aussi, par exemple, aux infrastructures. Et aux infrastructures vertes, et vraiment toujours dans cette idée d'indépendance, indépendance d'un point de vue défense, indépendance d'un point de vue énergétique. Okay. Et donc ça a vraiment boosté certains pans des économies. Évidemment, l'IA, parce qu'on oublie que l'IA, c'est pas que de l'autre côté de l'Atlantique, c'est qu'il y a aussi un écosystème. Des initiatives et un écosystème qui se développe également en Europe. Et cette idée qu'il y a eu quand même quelques réformes structurelles qui pourraient un peu renforcer la compétitivité de l'Europe et de devenir vraiment une destination d'investissement également pour les investisseurs étrangers. Alors, est-ce que tu peux justement nous détailler ces indices européens qui peuvent être sélectionnés ? Alors, de la même façon qu'aux États-Unis, on disait qu'on pouvait faire vraiment un choix entre les différents indices, c'est également vrai en Europe. Et en fait, il faut se rendre compte qu'on peut aussi avoir des biais en fait entre les différents indices européens. Okay. Et voilà, donc là, on a mis quelques exemples de ce que vous pouvez retrouver le plus fréquemment en version ETF. Donc, on va avoir bien sûr des éléments comme le MSCI Europe, où lui, vous allez vraiment avoir, et je pourrais repasser sur la slide suivante, mais l'ensemble des pays européens, donc y compris le Royaume-Uni et la Suisse. C'est le cas également, par exemple, sur le Stoxx Europe 600. Donc ça, c'est des choses à avoir en tête. C'est-à-dire qu'on a quand même une partie de ces indices qui vont être sur d'autres devises et qui vont être sur le Royaume-Uni et la Suisse, qui ne fonctionnent pas forcément et qui n'ont pas forcément les mêmes dynamiques que la zone euro. Et ensuite, si vous voulez uniquement faire de la zone euro, vous avez l'Eurostoxx 50, bien sûr, qui est assez connu, ou par exemple un indice comme le MSCI EMU, pour European Monetary Union, donc c'est vraiment la zone euro. Et la différence, par exemple, entre ces deux indices, c'est encore une fois la concentration. Okay. Que sur l'Eurostoxx 50, il n'y a que 50 titres. Donc, vous avez quand même, par exemple, les top 10 qui vont faire 40% et les top 3 secteurs qui font quasiment 65%. Alors que dans un indice comme un indice EMU, il y a 200 constituants. Donc, on est dans quelque chose qui est un peu plus diversifié, un peu plus large. Donc voilà, encore une fois, ça dépend de son optique d'investissement. Oui, observation, on voit beaucoup justement le secteur de la finance. Donc, est-ce que c'est quelque chose de propre à l'Europe ou Ouais, c'est un secteur qui est très représenté en Europe, puisqu'il y a quand même des champions européens bancaires, de grands groupes bancaires, notamment bancaires, qui sont vraiment des groupes d'envergure. Et d'ailleurs, si on regardait la slide de diversification du MSCI World ex-USA, la part financière est assez importante. Elle augmente. Et elle remonte, et c'est dû notamment à ça. Okay. Voilà. Et après, on a également la répartition par pays que vous pouvez voir. Et vous voyez que en fonction des indices qu'on va regarder, on n'a pas forcément la même composition et la même part
de pays en fonction des indices. Okay. Donc, on voit à chaque fois, c'est quoi qui ressort principalement? Alors, on voit par exemple, alors si on n'a pas du tout envie d'avoir une exposition, par exemple au Royaume-Uni, on voit que c'est quand même quasiment un quart du MSCI Europe ou quasiment 20% du Stoxx Europe 600. Donc c'est quand même une économie qui est assez développée et qui a pas mal de champions en termes de capitalisation boursière. Alors que si on est sur un Eurostoxx, c'est la France qui va être le plus représenté avec l'Allemagne et ensuite les Pays-Bas. Donc c'est vraiment sur la partie zone euro, les 3 locomotives qu'on va retrouver. Voilà. Et peut-être une petite anecdote justement sur l'Eurostoxx 50. On parlait un peu des secteurs qui bénéficiaient du momentum actuel sur l'Europe. Il y a eu en fait le rebalancement donc de l'indice qui s'est fait en septembre. Quand on dit rebalancement, c'est peut-être le rebalancing. Est-ce qu'on peut expliquer peut-être pour notre audience oui, que c'est-à-dire qu'en fait, donc c'est le fournisseur d'indices qui va réappliquer sa méthode de calcul. Et en fait, donc dans l'Eurostoxx 50, il prend les 50 plus grosses capitalisations boursières. Et donc le rebalancement, c'est quand il y a des capitalisations boursières qui vont rentrer ou sortir du coup de l'indice. Okay. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que si on regarde en septembre ce qui s'est passé, il y a 3 titres qui sont rentrés dans l'indice et 3 titres qui sont sortis. Donc les 3 qui sont rentrés, il y a eu Deutsche Bank, une financière. Il y a eu Siemens, donc une entreprise industrielle également active dans la partie défense. Et il y a eu, alors la troisième, c'est Argentix, c'est une société de biotech. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez spécifique. Et celles qui sont sorties, on le voit, donc il y a eu Pernod Ricard. D'accord. Donc on voit un peu tout ce qui est consumer, qui est un peu en perte de vitesse. On a eu Stellantis. Donc on sait que l'automobile est quand même a été un des. Alors Stellantis, le groupe déjà lui-même a eu des problèmes un peu intrinsèques. Mais c'est vrai que l'automobile est quand même assez challengé et a été assez challengé avec les tarifs. Et on a eu Nokia. Voilà, donc ça donne un peu une idée en fait de ce qui se passe aussi en Europe sur certains secteurs. Donc Nokia qui est actif dans les télécommunications. Donc c'est une société qui existe toujours. Parce que oui, qui existe encore, mais voilà. C'est vrai qu'on a peu trop de téléphone Nokia, mais elle existe encore. Ok, merci beaucoup. Donc ça, c'est des éclairages extrêmement intéressants justement sur les concentrations pour les indices en Europe. Donc là, c'est un aperçu de quelques... Voilà, juste un récapitulatif d'ETF. D'ETF qui peuvent exister. C'est vrai que celui dont on n'a pas parlé en termes de diversification, c'est-à-dire que de la même façon qu'aux États-Unis, on peut aller chercher des plus petites capitalisations, on pourrait aussi le faire en Europe. Donc là, on avait illustré, je ne sais pas si on peut revenir sur la slide précédente, où on a, par exemple, voilà le MSCI Europe Small Cap. Donc voilà, qui ne va pas réagir en fait aux mêmes dynamiques que le marché plus large et voilà qui peut aussi être intéressant. S'il y a des questions sur ça, on pourra aussi en parler. Mais voilà, aller chercher de la diversification sur la taille des capitalisations, ça peut aussi être intéressant. Vraiment important. Ok. Donc voilà, ça c'est une slide encore récapitulative. Donc je pense qu'on a parcouru l'essentiel de notre évidemment de notre webinaire. Évidemment, quelque chose qu'on n'a pas mentionné, on l'a mentionné, mais faut toujours tenir compte des risques. Donc, l'investissement comporte des risques et un ETF comporte évidemment des risques inhérents, comme tout produit financier. Donc, ça, c'est quelque chose d'important à avoir en tête. Ce que je te propose maintenant, donc merci beaucoup pour cette présentation, Ève-Marie. On va passer aux questions. Avec plaisir. Et sans surprise, on en a beaucoup. On en a beaucoup et c'est bien, j'ai envie de te dire. Beaucoup sur Nvidia. Alors Nvidia, pas forcément. En tout cas, j'ai pas encore vu. Donc, alors je vais commencer avec je vais choisir une première question. Alors attends. Une première question et je vais prendre. Alors Andrea qui nous pose la question, la composition d'un ETF, donc la question un peu technique avant de monter en détail, la composition d'un ETF varie-t-elle tous les jours? Elle
elle va varier comme l'indice. Donc, c'est-à-dire que effectivement, les titres à l'intérieur de l'indice vont varier. Donc, il va y avoir une variation journalière de ces titres. Donc, ce qui va varier, c'est le poids de chaque titre à l'intérieur de l'ETF. En revanche, il n'y a pas de titres qui vont rentrer ou sortir de l'ETF tous les jours. C'est vraiment en fait le poids de chaque titre qui va évoluer. Ensuite, là où on va avoir, donc on parlait de ces fameux rebalancements, donc là où on va avoir des modifications des titres qui composent l'ETF, c'est quand il y a une modification au niveau de l'indice. Et donc si on reprend notre exemple de l'Eurostoxx 50, alors on savait que je crois que c'était le 19 septembre 2025, il y allait avoir ces 3 titres dont on a parlé qui allaient rentrer et les 3 autres qui allaient sortir. Et donc là, effectivement, à cette date, le panier de titres va changer pour intégrer les nouveaux titres de l'indice et supprimer, donc vendre les 3 titres qui sont sortis. Et donc en fait, ces rebalancements, ils sont propres à chaque fournisseur et à chaque indice. Donc en fonction de l'indice, vous allez avoir des rebalancements. En général, sur les actions, c'est tous les trimestres. Okay. Alors, question de Gauthier, quelles sont aujourd'hui les principales opportunités hors cette magnifique? Alors, je crois si on résume un petit peu ce qu'on a dit en termes d'opportunités, peut-être que si on redonne quelques stats, il y a encore des opportunités en fait aux États-Unis, puisque en fait, si on regarde la contribution de la performance des 7 magnifiques au S&P 500, elle a vraiment été très importante. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait des 493 autres actions américaines? Donc effectivement, l'idée d'aller par exemple sur un equal weight ou sur des plus petites capitalisations aux États-Unis et de se dire qu'il va y avoir en fait un rattrapage de ces titres par rapport aux 7 magnifiques, ça c'est une des opportunités. Et ensuite les 2 zones sur lesquelles je pense qu'actuellement on voit le plus d'opportunités, donc c'est vraiment l'Europe, mais également le Japon. Okay. En fait, qui est une zone qui a été un petit peu moins regardée par les investisseurs, et on se rend compte que finalement, voilà, en termes d'activité, en termes de données macroéconomiques, c'est quand même quelque chose qui a assez bien fonctionné. Ok, mais ça me permet d'enchaîner, de rebondir sur une question de Clément. Par rapport au Japon, quelle est votre vision sur les ETF Asia, quid de l'exposition au Japon? Alors, effectivement, pour diversifier son portefeuille, donc on a parlé du MSCI World qui représente que les pays développés. En fait, on a un peu l'équivalent sur la partie émergente. Donc le MSCI Emerging Market, par exemple, qui lui va regrouper les pays de la zone émergente. Et au-delà de ça, on voit que actuellement, en termes de dynamisme et même de performance sur le début de l'année, la zone Asie s'en est particulièrement bien sortie, donc notamment avec la Chine, mais aussi avec l'Inde, par exemple, qui voilà, en termes de valorisation, a un peu baissé parce que c'était un petit peu cher l'année dernière, et qui se comporte assez bien. Donc là, on revoit un peu d'intérêt. Alors après, à savoir, est-ce que c'est sur le long terme, ça reste à vérifier, mais en tout cas, sur le court moyen terme, sur l'Inde. Okay. Alors, et donc après, sur le Japon aussi, comme on l'a Il y a beaucoup mentionné. de questions qui nous viennent en ce qui concerne l'Asie, donc juste rapidement, je vais t'en donner une autre. Alors, mais voilà, ça va te faire répéter. Votre position sur l'Asie pour 2026. Est-ce que, je pense que c'est compliqué, on n'a pas de boule de cristal, mais du coup, ce que tu dis, c'est qu'il y a une dynamique intéressante. Ouais, c'est qu'on est en fait assez positif quand même sur l'Asie pour 2026. Et qu'ensuite, parce que je vois qu'il y a une autre question sur est-ce que si je fais des marchés émergents, est-ce que je fais de la Chine, est-ce que je fais du Vietnam et tout ça. Alors, c'est vrai que
pour des non spécialistes, je dirais que c'est quand même difficile de suivre tous les marchés émergents et que une bonne solution, ça pourrait être par exemple de prendre un indice MSCI Asie sur lesquels vous avez une bonne représentation de l'ensemble des pays, même si la part de la Chine est quand même assez importante. Après, c'est assez difficile, je trouve, d'avoir une vue vraiment très marquée, par exemple, sur le Vietnam ou sur les Philippines, puisque voilà, il faut quand même être un peu plus expert pour pouvoir se dire qu'on peut aller sur ce type de pays. Après, ce que je trouve intéressant quand même, c'est que ça dépend aussi comment on construit son portefeuille et quelle est son appétence au risque. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un horizon d'investissement court terme, moyen terme, long terme? Ça, c'est aussi des questions à se poser pour voir en fait quel type d'exposition on peut intégrer dans son portefeuille. Nous, ce qu'on voit souvent pour des investisseurs qui sont intermédiaires, donc qui commencent quand même à connaître et à bien suivre les marchés, c'est d'avoir vraiment un portefeuille cœur satellite. Donc on en parlait, d'un portefeuille cœur qu'on va gérer avec du monde, un peu des US, de l'Europe, et qu'ensuite, en fait, en satellite, là, on va être beaucoup plus court-termiste, et en fait, on va essayer de prendre les vagues de marché positives. Soit en fonction aussi de conviction, peut-être sur une thématique très spécifique. Sur un secteur, sur un pays, mais ça, c'est pas un pari long terme, ça va être sur les 3 à 6 prochains mois. Okay. Et en fait, voilà, ça permet en fait de booster un peu le cœur de portefeuille qui, lui, ne bouge pas. On est parti pour 10 ans, 20 ans avec ce cœur de portefeuille. Okay. Donc ça, je pense que c'est une bonne approche de construction. Donc, ce qu'on disait, voilà, toujours avoir en tête cette idée de diversification, de tenir compte justement de son appétit au risque, ça c'est extrêmement important, et de ses objectifs financiers, donc ça aussi c'est des éléments importants. Alors question qui nous revient, je pense qu'on l'a précisé puisqu'on on les a évoqués, quels sont les 7 magnifiques, c'est quoi les 7 magnifiques? Alors peut-être pour clarifier justement voilà, c'est un ensemble, c'est un terme qui a été popularisé à partir de 2023 si je ne me trompe pas, c'est un analyste de Bank of America, je crois, qui a créé ce terme un peu, je crois, il s'est inspiré des 7 samouraïs. Donc le film. Je crois que c'est ça la genèse de ce. Voilà, de ce terme. Et l'idée, c'est justement à partir de 2023, et c'est très en lien avec le boom de l'IA, avec l'arrivée d'OpenAI et de ChatGPT. Donc, cette course aux infrastructures, justement, pour développer l'IA. Donc, il y a ces sociétés qui sont, justement, leur cœur d'activité, c'est soit dans l'IA, soit dans la tech, de manière un peu plus générale. Voilà, et qui ont connu des performances commerciales, donc en termes de rentabilité et en termes de cours, de croissance de cours, donc de plus de 40%. Donc, si je prends juste Nvidia, je crois que c'est plus de 200% en 2023. C'est énorme. Ouais. Et d'où cette terminologie des 7 magnifiques. Et donc en fait, les 7 magnifiques, c'est les 7 plus grosses capitalisations américaines en fait. Okay. Et on se rend compte qu'elles sont effectivement quasiment toutes dans la tech. Donc on les avait dans le slide précédent. Ouais. Nvidia, Meta, Apple, Microsoft, Google, Tesla. Et le 3. Et Meta, non, on l'a dit Meta. Microsoft. On a dit Microsoft, Meta, donc voilà, c'est principalement Amazon, voilà le dernier. Et en fait, on a un peu, alors il y a la même chose qui a été ensuite définie en Europe avec les granolas, donc voilà, qui étaient en fait les plus gros stocks, les plus gros titres en Europe, alors avec un peu moins de succès que les 7 magnifiques. Et ça représente, c'est quel secteur en particulier? On va retrouver LVMH, Total, donc luxe. Voilà, c'est vraiment un peu de luxe. C'est un peu plus diversifié du coup qu'aux États-Unis où c'est très très concentré sur la tech. Ok, parfait. Merci beaucoup Eve-Marie. Il y a une question de Sidi qui nous dit: si la guerre est finie entre la Russie et l'Ukraine, est-ce que le secteur de la défense risque de s'effondrer? Et si cela arrive en même temps que l'éclatement de la bulle IA, y aura-t-il un sell-off général? Alors il y a
Il y a beaucoup de, comment dire, c'est des hypothèses. Déjà, bulle ou pas bulle, ça c'est c'est toute une question qui se pose en ce moment. Mais il y a un élément important qui est la défense. On a un peu évoqué tout à l'heure. Donc, est-ce que c'est un secteur justement qui va tirer, qui va driver le dynamisme des marchés, que ce soit en Europe ou dans d'autres marchés? Effectivement, hein, la défense, c'est un des secteurs qui, en termes de performance, en tout cas en Europe, a le plus marché cette année. Et on a en fait vraiment quelques titres individuels, que ce soit par exemple en France avec des Thales, des Safran, ou en Allemagne par exemple avec Rheinmetall, qui ont vraiment surperformé l'ensemble du marché. Et en fait, je pense qu'au niveau européen, on est toujours dans cette idée d'indépendance, de souveraineté, et de plus être dépendant des États-Unis, et effectivement avec la guerre en Ukraine qui est quasiment aux portes de l'Union européenne, de pouvoir se défendre un petit peu dans un nouveau contexte global. Alors, si la guerre s'arrête en Ukraine, je pense pas que le marché de la défense va s'effondrer. C'est possible qu'il ralentisse, hein, puisque il a quand même vraiment bien performé cette année. Il peut y avoir un ralentissement, peut-être un ralentissement des commandes. Mais ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est qu'il y a quand même des plans de développement dans certains pays, et je pense notamment à l'Allemagne, sur lesquels il y a quand même encore un rattrapage à faire dans la constitution d'une armée et dans la constitution d'une défense. Et je suis pas sûre que le fait qu'il y ait un traité de paix ou qui soit signé entre l'Ukraine et la Russie mette fin finalement aux menaces un peu plus globales qu'on peut avoir en termes géopolitiques. Et donc j'en profite pour signaler à notre audience que la semaine prochaine, il y aura un webinaire consacré à l'investissement sur le secteur de la défense. Donc je vous invite à aller sur notre site internet degiraud.fr/webinaire et à vous inscrire pour ce webinaire qui reprendra en long et en large justement les opportunités et les risques sur cette thématique de la défense. Alors question de Sylvain, quelles sont les annonces de Nvidia, impact négatif ou positif sur le S&P 500? Alors Nvidia, donc effectivement, a fait sa publication hier, et en fait sur les deux gros chiffres sur lesquels était attendu, donc le nombre de ventes, et sur son EPS, donc ce qu'on disait, un earning per share, en fait, était au-delà des attentes, au-delà des estimations. Et on voit que l'impact, donc ils ont annoncé les résultats après la fermeture du marché américain, mais on voyait que déjà en pré-ouverture, on tendait vers les plus 5%. Alors, j'ai pas regardé là à l'instant T, mais avant de partir, on était encore, je crois, à 4,5. Et l'impact était plutôt positif sur l'ensemble, sur le S&P 500, et ça a bien tiré quand même de manière globale. Ça a rassuré ça a un peu rassuré les marchés. Et ça a rassuré sur le fait de savoir s'il y avait une bulle ou pas sur l'intelligence artificielle. Mais ça, c'est toute une thématique, bulle ou pas. Je pense que certains économistes se penchent sur la question, mais on reviendra peut-être dessus lors d'un autre webinaire, parce que je pense qu'on peut consacrer plus d'une heure. Effectivement. Voilà, donc, question pour DeGiraud. Bonjour, peut-on acheter des fractions d'un ETF chez DeGiraud? Alors non, on ne peut pas acheter de fractions d'actions. Par contre, oui, effectivement, vous avez accès aux ETF directement sur toutes les places boursières en Europe, donc en fonction de l'ETF qui vous intéresse, de l'émetteur qui vous intéresse. Je vais reprendre encore une question de DeGiraud. Non, je vais reprendre de questions de DeGiraud parce que je la retrouve pas. Si. Pourquoi je ne reçois pas les rediffusions? Ça, c'est Marie-Christine. Les très bons points. Donc, dès que après avoir les lives, les webinaires sont directement, quelques temps après, disponibles sur le site internet en rediffusion. Donc, je vous invite à consulter la page de degiraud.fr/webinaire. Vous pourrez retrouver les webinaires passés et puis les webinaires à venir, vous pourrez vous y inscrire.
Alors, prochaine question pour toi. Donc, quel est le meilleur ETF? Donc, ça, c'est pas une question forcément à laquelle on peut. Je ne serais pas très objectif si je Ouais, faisais ce tracker. et puis, pas de conseil en investissement, évidemment, ça c'est quelque chose d'important. Jean-Jacques, peut-être focus sur une société. Pinterest est une techno américaine atypique en termes d'évolution de son cours. Y a-t-il des raisons à cela? Donc, est-ce qu'on peut dire Alors oui, alors donc au niveau titre, je pense que je ne serais pas la meilleure personne placée pour parler spécifiquement du titre Pinterest. Mais par contre, je veux bien revenir sur la question d'avant, sur quel est le meilleur ETF et peut-être donner quelques... Alors, pas de dire quel est le meilleur ETF, mais de dire un petit peu quels sont les critères qu'on peut prendre en compte justement dans le choix de l'ETF pour comparer alors ces 4000 ETF qui sont disponibles. Et je pense qu'il y a vraiment alors quelques critères importants. Donc, vous allez bien sûr regarder les frais. Donc le TER de l'ETF, ce sont les frais annuels que vous allez payer tout au long de l'année. Donc TER pour Total Expense Ratio. Voilà, donc qui est de l'ordre de quelques points de pourcentage annuel. Donc ça, c'est une première indication. La deuxième indication, c'est la taille de l'ETF. Donc combien d'encours sont gérés sur cet ETF. Voilà, ça vous permet de savoir que en termes de gestion et en termes de liquidité, c'est quelque chose qui est intéressant. Et la troisième, et qui me paraît la plus importante, c'est la performance de l'ETF. Et surtout, en fait, sa différence de tracking, ce qu'on appelle la TD ou la tracking différence, par rapport à son indice. Donc, c'est-à-dire à quel point l'ETF va bien suivre son indice. Et vous pouvez remarquer qu'entre plusieurs ETF, par exemple S&P 500 ou MSCI World, il peut y avoir une différence de performance qui va venir des choix des gérants et de la façon dont on va ou pas bien gérer l'ETF. Alors, prochaine question. Voilà. Est-ce que dans le futur, donc ça va reprendre un peu le début de notre webinaire, c'est une question de Xavier qui nous demande, est-ce que dans le futur ce n'est pas un risque, les États-Unis sont trop représentés dans les ETF avec la politique américaine et les droits de douane, le dollar peut-il se dévaluer? Alors c'est une très bonne question parce qu'on n'en a pas parlé, mais en fait effectivement quand on parlait par exemple des différentes parts qui sont disponibles pour les investisseurs, il y a des parts qui sont couvertes sur les devises. Et en fait, on se rend compte que la devise a un impact très très important sur la performance. Je vous donne un exemple donc sur le S&P 500. En dollars, depuis le début de l'année, on était à peu près à 13%, donc ce qui est bien. Par contre, si je suis un investisseur en euros, que j'ai acheté des actifs en dollars, donc j'ai acheté du S&P 500 en dollars et que j'ai pas couvert mon risque de change, en fait, j'ai fait 1,3%. Donc, en fait, quand je vais regarder ma performance en euros, il y a eu un impact de plus de 10%. Et ça vient uniquement de la devise. Et donc, pourquoi il y a eu ça? C'est que, en fait, effectivement, donc, c'est pas une dévaluation du dollar, mais il y a quand même eu, effectivement, en fait, une évolution négative du dollar depuis le début de l'année. Effectivement, de l'ordre de 10% à peu près par rapport à l'euro. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez important. Alors, une question sur MSCI. De Daniel. Quelle est la différence entre le MSCI et le MSCI ACWI? Ok, alors là, je pense que la question, c'est le MSCI World et le MSCI, donc on dit ACWI. Voilà, c'est un acronyme. Alors, oui, c'est une très bonne question. Donc, donc MSCI, c'est le fournisseur d'indices. Si vous allez avoir, par exemple, le MSCI World, donc c'est les 23 pays développés dont on a parlé. Vous allez avoir le MSCI Emerging Market. Et en fait, ACWI, ça veut dire All Country World. Et donc, en fait, c'est l'ensemble des pays développés et émergents. Donc, en fait, ce sont d'ailleurs des indices qui sont suivis également en ETF. Donc, vous pouvez avoir un seul ETF dans lequel vous allez avoir à la fois les pays émergents et les pays développés. Donc, vous allez y retrouver les États-Unis, la Chine, l'Inde, la France, l'Allemagne. Donc, voilà, c'est pour All Country World. Parfait. Alors, Jean-Claude qui nous demande quel est le secteur à privilégier en ce moment?
C'est difficile. C'est difficile. Je pense qu'il faut donner la grille de ce que tu disais, comment Ouais. sélectionner un ETF, les différents éléments à prendre en compte. Mais après. Alors, et en plus, c'est vrai que sur les secteurs, c'est quand même des choses qui sont assez difficiles à timer, hein, même pour des professionnels. On peut avoir ce qu'on appelle des portes de saloon sur les secteurs et avoir des retournements assez brutaux sur ça. Si on se base, par exemple, sur les flux depuis le début de l'année et sur ce que moi je vois, par exemple, des investisseurs professionnels, institutionnels sur ces dernières semaines, il y a eu un gros positionnement sur les financières en début d'année, ce qui a plutôt bien marché pour les portefeuilles. On voit que maintenant, ça fonctionne un petit peu moins bien. Et là, on a pas mal de flux sur la partie santé. Okay. Donc, un peu sur la partie healthcare qui était quand même sous-valorisée et sur lesquels il y a un regain d'intérêt. Donc, pourquoi pas aller voir de ce côté-là, en tout cas. Après, évidemment, on ne donne pas de conseils en investissement, mais évidemment, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Donc ça, c'est un élément très important. Par contre, évidemment, vous avez les clés d'information et d'analyse qui vous permettent justement de voir ce qui peut correspondre au mieux à votre stratégie d'investissement. Et ça, évidemment, en prenant en compte l'appétit au risque et l'horizon d'investissement. Question de José, quelles peuvent être les évolutions des marchés financiers avec cette nouvelle organisation douanière? Donc, je pense que ça reprend un peu la question précédente sur les tarifs aux États-Unis et leur impact sur les marchés. Alors, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que si on était en avril 2025, on serait effectivement tous en train de paniquer avec les droits de douane, les annonces de Trump. Finalement, ça a été un peu une tactique de négociation de sa part, puisque si on regarde actuellement les traités bilatéraux qui ont été signés, ceux qui sont déjà signés par exemple avec le Royaume-Uni, avec le Japon, avec ce type de pays, on nous avait annoncé 100% de droits de douane. Finalement, on est plus autour des 10-15%. Donc, il y a eu quand même un effet d'annonce de la part de Trump, sans doute une technique de négociation. Et on voit qu'il fait également la même chose avec la Chine, puisqu'on était parti de 200%, et là, on est plutôt à 50%, et encore, ça dépend des produits. Voilà. Donc, l'impact, il est quand même là. Hein, il y a quand même eu un impact, et je pense que l'impact, c'est la prise de conscience de certains pays, et on en a parlé notamment de l'Europe, de devoir être un peu plus indépendant, un peu plus souverain, et de dépendre en fait un peu moins des interactions qu'on peut avoir, donc que ce soit avec les États-Unis ou avec d'autres pays. Alors, question de Florent. Comment éviter, donc ça c'est une question qu'on a reçue, parce qu'on a commencé à recevoir aussi certaines questions avant justement quand les personnes sont inscrites. Donc c'est Florent qui nous demande comment éviter le risque de concentration lié au 7 magnifique quand on investit via des ETF mondiaux pondérés par la capitalisation. Alors, si vous investissez dans un ETF mondial pondéré par la capitalisation, vous n'allez pas l'éviter. Et donc, justement, je pense qu'on a développé un peu au cours du webinaire quelques stratégies pour éviter cette concentration. Et ce qu'on voit, hein, c'est donc d'autres façons, en fait, de construire les indices. Alors, peut-être avec, par exemple, de l'équipondération, ou par exemple en allant chercher des biais de taille, donc avec des petites ou des moyennes entreprises. Donc voilà, donc l'idée, hein, c'est vraiment d'aller chercher d'autres styles, d'autres facteurs éventuellement qui peuvent être intéressants. Ok, parfait. Et enfin, dernière question de Clément. Ça, c'est sur les devises. Pouvez-vous expliquer le pour et le contre d'investir dans un ETF en USD, hein, donc en dollars, pour un investisseur européen? Donc, question très pertinente. En fait, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que si on reprend notre exemple du S&P 500, vous avez investi dans un ETF qui est en dollars. Donc, le marché, lui, il a fait, on reprend les chiffres, hein, 13%. Mais vous, votre ETF en euros, il a fait 1,3. Donc, votre performance, c'est 1,3.
sur les États-Unis depuis le début de l'année. Et en fait, ça va être valable alors sur toutes les expositions hors euro. Et par exemple, sur le monde, il y a aussi un impact, puisqu'on a cette part de 70% d'États-Unis. Donc si on regarde un MSCI World sur l'année, ça fait 15%. Mais en fait, en euros, ça fait 3,20. Donc on n'a fait que 3,20 pour un investisseur en euros qui n'était pas hedgé. Ça marche aussi sur l'or, puisque l'or, effectivement, a priori, vous allez plutôt investir en dollars. Bon, bah, si vous êtes investisseur euro, vous allez encore une fois être impacté de façon négative par le change. Donc voilà, en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est-à-dire que vous avez non seulement une exposition marché, mais vous avez aussi une exposition devise. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Je crois que cette année, ça a été vraiment dans le mauvais sens pour un investisseur européen. Ok, parfait. Merci beaucoup, Eve-Marie. Merci. Donc, on a fait 1 heure tout pile, donc dans le temps imparti. Donc, on a reçu beaucoup de questions. Je n'ai pas pu prendre toutes les questions parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Mais on a essayé de reprendre celles qui se recoupaient. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Soit en nous envoyant un mail sur client@degiro.fr. Donc, on fera le lien avec Eve-Marie. Donc, on essaiera de vous répondre par la suite. Donc, merci encore d'être venu. Merci. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux ce soir. Donc, on se retrouve très vite. Donc, semaine prochaine pour un nouveau webinaire. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. À très vite. Bonsoir.